Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Surprise, les beaux amours! Avouez que vous étiez pas prêts à me voir. De même, sans crier gare, un petit lundi 23 décembre. Eh bien, je me suis dit que je pouvais pas juste faire une saison régulière puis là, partir en vacances sans adresser le fameux temps des fêtes. Alors, je me suis dit, petit épisode bonus là, spécial qui va se retrouver sur vos plateformes d'écoute. Peut-être que vous n'êtes pas pantoute dans le temps des fêtes, là, ceci étant dit, puis c'est vraiment correct. Ce ne sera pas juste un épisode temps des fêtes. C'est ma porte d'entrée là, vers un plus grand sujet, OK? Fait que restez avec nous. C'est comme tomber sur une musique de Noël en plein été, là, j'en conviens, mais il y a d'autres choses, OK, dans cet épisode-ci. Ceci étant dit, si vous êtes présentement dans la frénésie tout juste avant le temps des fêtes. Je vous invite à juste regarder, genre, qu'est-ce que ça crée dans votre corps en ce moment? Êtes-vous dans l'excitation, le fun? Êtes-vous dans je suis dépassée puis plus capable? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a de l'appréhension? Tu sais, juste d'aller regarder dans votre corps comment ça se passe en ce moment. J'avais envie d'adresser le temps des fêtes, vous accompagner dans celui-ci peut-être parce que peu importe où on se situe dans le spectre du plaisir et de l'harmonie avec notre famille, je pense que ça reste un endroit qui est quand même souvent chargé en opportunités d'apprentissage, on va le dire comme ça. Et la famille, les traditions, ça peut être synonyme de très grande réjouissance, de magie, de connexion, mais ça peut aussi être quelque chose qui peut vous déclencher. Les traditions des fêtes, là, c'est à la fois quelque chose qui renforce notre sentiment d'appartenance quand ça va bien, d'appartenance à notre famille, d'appartenance à notre culture de façon plus générale. Mais aussi, ça peut être quelque chose qui vient raviver certaines blessures familiales, certains traumas, des choses qu'on pense que, regarde, c'est bien réglé, puis qu'on est passé à autre chose parce qu'on l'a tassé dans un coin, mais quand on retourne dans notre famille, mais parfois, ça peut nous permettre de voir que c'est encore vivant en nous, puis qu'il y a encore des choses à libérer. Et aussi, le temps des fêtes, et ça, je vais parler plus personnellement. Pour moi, ça va parfois créer une tension entre mes valeurs personnelles, donc mon intégrité, et les attentes familiales et sociétales, culturelles extérieures à moi. Et ça, puis c'est pas juste dans le temps des fêtes que ça se passe. La famille, les traditions des fêtes, là, c'est le festival du reflet, là. Tu sais, ce qui nous gosse le plus en nous, ben, c'est ce qui nous gosse le plus chez l'autre. Puis dans nos familles, c'est exacerbé parce que les dynamiques sont solidement installées depuis longtemps. On rajoute à ça des affaires transgénérationnelles qu'on est en train de transformer. Ça donne tout qu'un petit cocktail du temps des fêtes, ça, souvent. D'autant plus que si vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances que vous soyez quelqu'un qui marche là, présentement sur un chemin de conscience et de transformation et que ça, parfois, pour notre famille d'origine, ça peut être aussi très déclenchant pour eux. Tu sais, on va souvent regarder ça en se disant Hey, ma famille me déclenche, mais vous êtes probablement quelqu'un qui déclenche votre famille aussi. Parce que quand on est en train de changer, quand on remet les choses en question, quand on ose faire des choix différents, ça offre un reflet aux autres qui peut être vraiment inconfortable. Et aussi, je pense que c'est important de se rappeler que quand on change, les personnes qui nous aiment doivent passer à travers un petit processus de deuil parce que eux là, ils aimaient l'ancienne version de vous. C'est cette personne-là que ces gens-là aiment. Et parfois, c'est dur de laisser aller cette version-là de vous qu'ils ou qu'elles aimaient pour accueillir une nouvelle version. Puis parfois, ça prend du temps. Parfois, ça peut rencontrer de la résistance. Fait que de se rappeler ça aussi, que c'est pas tout le monde là, qui est prêt à s'actualiser, là, que le petit piton bien accessible. Parfois, ça prend plus de temps. Parfois, les vieux ordinateurs, faire la mise à jour, c'est plus long. Et là, je veux pas faire de l'agisme, là, c'était pas ça. C'était pas ça le but de mon analogie. Je parlais plutôt des vieilles relations, en tout cas. Et donc, quand on se retrouve dans une situation où notre vérité, notre intégrité est en dissonance avec les attentes de notre famille ou de notre culture, il y a comme
un carrefour qui s'offre à nous, il y a un choix à faire. Et je pense que l'option la plus facile, dans laquelle il est comme aisé de glisser, c'est de tomber dans le people pleasing. J'ai d'ailleurs fait un épisode là-dessus tout près du temps des fêtes l'année dernière, si vous avez envie d'aller l'écouter. Le people pleasing qui est de faire ce qu'on attend de nous, finalement. Donc, dire les choses qui ne vont pas déplaire, acquiescer, dire oui, tout ça dans le but de ne pas blesser ou offusquer. Et donc, d'éviter des tensions à l'extérieur de nous, d'éviter le conflit. Mais là, l'affaire, c'est que quand on fait ça, là, oui, on évite la tension extérieure à nous, le conflit à l'extérieur de nous, mais c'est quoi le prix à payer? Qu'est-ce qu'on crée à l'intérieur de nous? Bien, c'est un conflit intérieur parce qu'on va se retrouver dans une dissonance entre notre intégrité et ben, ce qu'on fait pour préserver le lien et notre sentiment d'appartenance. Puis là, je veux pas qu'on se tape sur la tête, là. C'est quelque chose de profondément humain. D'ailleurs, il y a les travaux de John Bowlby sur la théorie de l'attachement qui montrent que le besoin d'appartenance, là, il est fondamental pour notre survie psychique. On a besoin de ça, les humains, d'appartenir. Fait que c'est normal qu'on fasse ça. Mais l'affaire qui est paradoxale, le grand paradoxe là-dedans, c'est que on va parfois devoir sacrifier notre vérité pour maintenir les liens, alors que les relations authentiques nécessitent justement notre vérité. Pardonnez-moi la vulgarité, là, mais c'est un petit peu mindfuck tout ça. Et pour moi, le temps des fêtes vraiment va venir amplifier cette tension-là parfois parce que il y a toutes sortes de petites façons où on va faire ça, où on va vivre cette tension-là. Par exemple, les petits mensonges hein, pendant le temps des fêtes. Là, par exemple, prétendre aimer un cadeau quand c'est une gogosse dont on n'a aucunement besoin. La pression qu'on va ressentir de maintenir une façade de bonheur familial, autant dans notre cellule familiale que dans notre famille plus grande. Tu sais, on garde, on ne va pas adresser toutes les affaires qu'on aurait besoin d'adresser parce que là, on veut vivre un beau moment de bonheur ensemble. On peut aussi vivre des tensions parce que on se sent un peu forcé à perpétuer des traditions qui ne nous correspondent plus. Je pense juste à l'achat de cadeaux. On est plein de gens à faire. On dirait que ça n'a plus de sens, là, cette histoire-là, mais regarde, c'est la tradition, on s'achète des cadeaux. Donc, ça, ce ne sont que quelques exemples où le temps des fêtes et ces traditions peuvent venir exacerber cette tension-là entre intégrité et appartenance. Et je veux juste faire une petite parenthèse sur le mensonge et sur les fonctions du mensonge, OK? Il y a Robert Feldman dans le livre The Liar in Your Life qui révèle que nous mentons là, en moyenne 1 à 2 fois par jour, principalement pour des raisons sociales. Puis là, il y a peut-être quelque chose de judéo-chrétien en nous qui fait: «Ah, le mensonge, c'est mal». Mais dans ce livre-là aussi, Robert Feldman, il parle des mensonges prosociaux, OK? Donc, ce sont des mensonges que l'on raconte souvent pour protéger les autres. Donc, paradoxalement, les mensonges, ça peut renforcer les liens sociaux, selon certaines recherches. Par exemple, quelqu'un qui te demande: «Comment tu trouves ma robe?» Puis là, tu te dis: «C'est vraiment laid» dans ta tête, mais de pas le dire nécessairement, mais ça se peut que ce soit quelque chose qui va, maintenir le lien. Donc ce n'est pas que mal, le mensonge. Ça peut effectivement renforcer les liens sociaux, mais et c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, bien que ça ait un effet positif extérieur à nous, il y a un prix à payer à l'intérieur de nous qui est la dissonance, la tension entre notre vérité, notre authenticité et ce qu'on vient de faire. Autre chose qui est pertinent à souligner par rapport au mensonge, c'est que souvent, ça va être un mécanisme de survie qu'on va avoir appris dans l'enfance, particulièrement dans des familles dysfonctionnelles. Donc le mensonge, là, dans le temps des fêtes, il y a sa raison d'être quand même. Et là, vous remarquerez que j'évite de tomber dans la dualité si tu bien, si tu mal. C'est juste de comprendre pourquoi est-ce qu'on ment et c'est quoi l'utilité du mensonge. Et là, peut-être que vous êtes rendu à un moment de votre vie où vous êtes genre, là, moi, je ne veux plus sacrifier mon authenticité et mon intégrité pour appartenir. Donc, parfois, ça peut nous faire glisser de l'autre côté du spectre où on va aller un peu plus dans l'énergie de la confrontation pour défendre notre vérité. Genre, je place mes limites, là. Je dis non. Voici ma vérité. Tu sais, on va rentrer un petit peu comme un tank
Je pense que c'est une phase normale quand on essaie de se présenter dans des espaces avec de l'intégrité, mais il y a quand même souvent un petit peu plus de rigidité. On va être en réaction à l'autre. Et moi, ça m'est souvent arrivé et je me suis observée dans les dernières semaines et j'étais comme, oh, peut-être en train de glisser là-dedans encore une fois, Madame Pilon. Juste dans ma façon de juger les traditions commerciales, les capitalistes. Genre, moi, je vais vous montrer c'est quoi connecter pour vrai. Pas besoin de cadeaux. De dire que l'alcool, c'est une fuite, de juger un petit peu, juger le consumérisme, dire que c'est un vieux paradigme. Tu sais, il y a quand même quelque chose là-dedans qui est dans l'ego. Donc, face à tout ça, dans à la fois ne pas vouloir être dans le people pleasing et à la fois avoir ce désir profond de rester dans mon centre, dans mon intégrité, je me suis dit, c'est-tu possible d'être à la fois dans notre intégrité sans tomber dans la confrontation, donc en restant dans une ouverture chaleureuse et aimante envers l'autre? Puis si oui, bien comment est-ce qu'on peut faire ça là, concrètement? C'était ma mission des derniers jours, OK? Parce que je trouve que ce sont des skills qu'on veut développer dans un monde qui est de plus en plus polarisé, dans un monde en transformation. Et là, moi, je me dis que le temps des fêtes, c'est un parfait laboratoire et un stage d'intégrité bienveillante. Donc, dans ma mission, temps des fêtes 2024, intégrité bienveillante. La première affaire que j'ai notée, réaliser qu'on est tous et toutes co-créateurs, co-créatrices des dynamiques et du monde dans lequel on vit. On crée le monde dans lequel on vit, on y participe et aussi on est en partie une création du monde dans lequel on vit. Tout ça est interrelié, particulièrement dans notre famille. Donc, moi, je me suis écrit sur un petit post-it, puis là, il faut que je fasse attention pour ne pas tomber dans l'ego spirituel avec ça, mais je me suis écrit Be the light, sois la lumière, avec une petite parenthèse, responsabilité. Donc, de ne pas me positionner en victime des autres et aussi ne pas me positionner en sauveuse des dynamiques familiales et des traditions renouvelées. Et quand je dis be the light, pour moi, je me rappelle que je dois premièrement être la lumière que j'ai envie de voir dans ma famille. Puis je trouve que l'image du feu, c'est vraiment puissant parce que, tu sais, une petite bougie, là, ça peut en allumer plein, plein, plein d'autres, des milliers d'autres sans perdre sa flamme. On a juste à penser à la flamme olympique et ça s'est jamais éteint, cette affaire-là. Donc, d'essayer de visualiser en moi cette vérité, cet amour chaleureux-là, puis de me dire: «Je vais pas l'abandonner, je vais pas souffler dessus» et je pense que juste en le préservant, cet amour bienveillant-là, ben ça va avoir des effets autour de nous. Parce que si on est comme ce que la physique quantique nous dit, comme ce que plusieurs traditions spirituelles nous disent aussi, tous et toutes interconnectés, on est tous un peu des fractales de la même chose. On peut changer le monde extérieur à nous juste en étant dans une autre vibration, dans une autre façon d'être. Et là, cette semaine, de me re-questionner sur l'intégrité, d'essayer de voir comment je peux mettre ça en place d'une façon bienveillante, aimante, chaleureuse dans le temps des fêtes, ben ça m'a fait replonger dans le travail de Martha Beck. Martha Beck, c'est une femme extraordinaire, OK? C'est une autrice. Elle est doctorante en sociologie à Harvard. Elle a aussi été la coach de Oprah Winfrey. Je sais pas pourquoi je dis son nom de famille. C'est peut-être juste un petit défi de prononciation. Donc, c'est une femme avec une histoire fascinante, là. Elle était dans les Mormons, puis à un moment donné, elle a décidé pendant 1 an de ne pas dire aucun mensonge et là, ça a propulsé sa vie ailleurs et ça a donné droit à toutes sortes de choses. Bref, elle a écrit plusieurs livres super intéressants, mais moi, je suis particulièrement retombée dans le livre The Way of Integrity, donc Le chemin de l'intégrité. Je vous avoue que la première fois que je l'ai lu, j'étais comme un peu mi-figue, mi-raisin. Mais là, j'ai réentendu Martha Beck dans un podcast, puis je me suis dit: «OK, je replonge dans son livre» et là, ça a vraiment landé cette fois-ci. Donc Martha Beck, c'est de ça dont elle parle dans son livre, que, ben, il y a parfois une dissonance entre notre vraie nature et le consensus culturel ou familial et là, je veux juste dire, ça se peut des fois que votre vraie nature, elle soit en alignement avec le consensus culturel ou familial. Puis ça, tant mieux, ça arrive des fois. Tu sais, par exemple, je sais pas, moi j'étais très performante à l'école, puis ça fait partie du consensus culturel et familial. Donc, c'était
c'était en alignement, c'était facile. Donc, c'est pas de dire que notre vraie nature, elle est tout le temps en dissonance avec le consensus, mais c'est que quand c'est le cas, quand notre vraie nature est en dissonance avec le consensus culturel ou familial, ben là, il faut avoir le courage d'affronter l'inconfort. Sinon, on doit masquer qui on est. Puis là, ben, quand on masque qui on est, on s'abandonne, il y a des tensions et on sort du temps des fêtes encore plus brûlé. Donc là, je suis retombée dans le livre de Martha Beck et je me suis dit, OK, on va prendre son approche puis essayer de l'appliquer au temps des fêtes, OK, pour proposer des façons concrètes là, de gérer tout ça. Une affaire qu'elle répète souvent, Martha Beck, c'est de ne pas tout faire d'une shot, tu sais. Mettons là, que tu es comme: «Moi, ça me brûle les parties de temps des fêtes». Mais c'est pas d'envoyer un petit texto à tout le monde pour dire: «Regarde, moi, j'irai pas à aucun party du temps des fêtes cette année». Mais de se dire: «OK, est-ce que je peux placer une limite de façon plus douce?» De dire: «Hey, je vais venir, mais je vais rester seulement 3 heures». À court terme, ça peut avoir l'air de rien, de faire des petits changements comme ça, mais c'est toujours de reculer de quelques pas, puis de voir que tu es en train de marcher dans une direction, là, puis que tu fais juste changer de 10 degrés ton axe de marche, là, ben, somme toute, là, dans la distance, ça va faire la différence. Tu te ramasseras pas à la même place. Fait que même si ça a l'air d'être tout petit comme ajustement, ça peut avoir un plus grand impact à long terme. Donc, premièrement, se rappeler que les petits changements peuvent avoir un gros impact. Martha Beck, elle est très forte aussi sur le body compass, donc l'écoute de notre corps, utiliser notre corps comme guide, observer nos réactions physiques pendant nos interactions familiales, tu sais, voir, OK, quand je parle à cette personne-là, là, mon corps se contracte ou quand on est en train de parler de ce sujet-là, ouf, OK, je sens une petite tension ici. Puis identifier les moments où on se sent physiquement en expansion parce que ça se peut qu'il y en ait. Donc, d'aller suivre ces moments-là quand on est en alignement avec notre intégrité, quand on se sent en expansion, de faire OK, je vais aller là. Donc, de se ramener au corps, super important. Deuxièmement aussi, de mettre en pratique le design thinking, OK, en l'appliquant aux fêtes. Donc, voir les situations difficiles comme des prototypes à améliorer, OK? Donc, de rester curieux, curieuse, plutôt que critique face aux dynamiques familiales. Parce que là, si on dit, ben, c'est tout le temps de même, c'est toxique, puis là, on s'en sort, on se désengage, ben, il n'y aura pas de transformation à cet endroit-là. Donc, est-ce qu'on peut voir ça comme un prototype à améliorer, puis expérimenter des nouvelles façons d'être en famille nous-mêmes? C'est comme d'appliquer l'idée de l'innovation dans notre famille. OK, notre famille telle qu'elle est, il y a des affaires qui marchent moins bien. Comment est-ce qu'on peut être innovant, innovante? C'est bien plus le fun de regarder ça de même, là, de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut innover que de se dire, c'est brisé, puis il n'y a rien à faire. Et Martha Beck, elle est venue avec le concept des 4 technologies de la magie, là, je le traduis librement, et je pense qu'on peut l'appliquer à notre situation ici, là. Donc, comment est-ce qu'on peut créer de la magie? La première technologie, c'est le wordlessness, le sans mots. Est-ce qu'on peut lâcher les histoires qu'on se raconte sur le monde, sur notre famille, sur nous-mêmes? Donc, tomber dans un état qui n'est pas le mental, qui n'est pas le narratif, là, de tomber dans le sans mots, le wordlessness. Ensuite, de tomber dans le mode d'observation, le oneness. Est-ce qu'on peut être présent, présente aux dynamiques qui sont existantes sans jugement? De regarder qu'est-ce qui se passe là, dans notre famille et de pas, premièrement, raconter des histoires là-dessus et de pas aller mettre notre jugement. Donc, être simplement dans un état de connexion, d'observation. La troisième technologie de la magie, c'est l'imagination. Donc, quand on abandonne les mots, qu'on se met dans un état d'observation, il y a une possibilité d'imagination, donc de visualiser les nouvelles possibilités. Puis ça, c'est important, c'est de la magie là, dans notre famille, d'être capable d'être présent, présente, de ne pas se raconter les histoires qu'on se raconte d'habitude, puis d'être capable d'entrevoir comment ça peut être. Qu'est-ce qui est possible dans ces espaces-là? Est-ce que moi, je peux amener une interaction qui est différente, qui sortirait complètement de ce qui a été fait auparavant ou de ce qui est en train de se passer? Et là, la quatrième étape, la quatrième technologie de la magie, c'est le bout où on manifeste ça. Donc, on forme ça dans la réalité, le forming. Et dans ce cas-ci, ça serait par exemple de dire la vérité, donc exprimer notre authenticité avec la compassion. Donc, on est passé de on lâche le narratif, wordlessness, ensuite oneness, on observe
sans jugement. Ensuite, l'imagination. On visualise les nouvelles possibilités et ensuite, on forme une nouvelle possibilité qui est, dans ce cas-ci, exprimer notre authenticité avec la compassion. Et ça, ces 4 technologies de la magie-là, ça pourrait être un épisode de podcast au complet, puis je pense que je vais en faire un l'année prochaine, mais c'est pour accéder à la magie créatrice de la vie. Tu sais, il y a plein de livres là, sur la manifestation puis tout ça, mais je pense que ça résume comment est-ce qu'on peut se plugger sur le champ quantique, sur le champ des possibles, sur la source, whatever ce que vous appelez ça, et créer de la magie, de la nouveauté, des nouvelles possibilités pour le monde. Et là, je dois vous le dire, Martha Beck, elle est quand même fervente, fervente de la vérité, puis de l'authenticité, puis de l'intégrité. Martha, là, elle a fait 1 an là, sans raconter aucun mensonge. Là. Fait que pour elle, c'est vraiment important de rester dans notre vérité, même quand c'est inconfortable. Puis là, vous dites peut-être, ben là, des fois, c'est, tu sais, comme on vous disait un peu plus tôt, là, le petit mensonge, là, ben, il peut aider à préserver le lien. De se poser 3 questions, OK, avant de dire les choses. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est nécessaire? Puis là, vous dites, bon, moi, j'ai lu le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai, OK? Mais de se dire, OK, mais là, si je veux dire, on va repartir avec l'exemple vraiment bête là, de quelqu'un qui te demande: «Ça me va-tu bien, cette chemise?» Puis que toi tu dis: «Non, ça y va pas bien pantoute», OK? Si tu t'en vas pour lui dire: «Wow, très beau, j'adore», est-ce que c'est vrai? Non. C'est quoi la vérité? Je trouve pas ça beau. Est-ce que c'est gentil de dire: «Je trouve pas ça beau»? Non. Fait que là, c'est d'aller faire: «OK, comment est-ce que je peux faire preuve de créativité pour ne pas mentir, mais en restant dans l'authenticité bienveillante. Fait que comment est-ce que je peux dire à quelqu'un que ce vêtement-là, c'est pas mon préféré? Donc, de répondre, par exemple, moi, c'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement. Et la troisième question, c'est est-ce que c'est nécessaire? Fait que là, dans ce cas-ci, la personne vous a demandé son avis, donc c'est quand même nécessaire de répondre. Mais dans certains autres cas, c'est peut-être pas nécessaire de communiquer l'affaire qui nous est venue en tête, ou notre opinion, ou notre façon de voir les choses. Donc, se redemander, est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est nécessaire? Et donc, pour revenir à l'importance de notre vérité, même quand c'est inconfortable, bien, Martha Beck a dit que c'est important parce que notre authenticité, même si elle va très souvent déranger initialement, elle va finir par créer des relations qui sont plus profondes. Comme ce dont je vous parlais un petit peu plus tôt, du grand paradoxe que on va souvent sacrifier notre authenticité pour préserver les liens, mais les liens ont besoin de notre authenticité pour s'approfondir. Donc, il faut comme rester dans le bout inconfortable, mais de se rappeler qu'on peut le faire dans de la bienveillance. Donc, pratiquer dans le temps des fêtes notre non bienveillant, de dire non à certaines conversations, de dire non à certaines pratiques si ça ne vous tente pas de boire de l'alcool, si ça ne vous tente pas de manger certaines affaires, de juste pas vous engager. Juste dire un non qui est pas dans le jugement, qui est pas dans les histoires, qui est juste bienveillant. Puis là, si vous avez besoin encore plus d'exemples concrets de comment est-ce qu'on peut faire ça, parce que ça a l'air bien beau là, de façon théorique, là, mais hey, amène ça dans un souper là, de Noël avec la parenté, ça peut être plus complexe. Donc, pour dire sa vérité, OK, tout en préservant les liens, on peut utiliser notamment la méthode des 3 temps. Vous la connaissez sans doute, là, mais de commencer par valider l'intention, l'émotion de l'autre, genre je comprends que tu veuilles me protéger. Ensuite, exprimer son ressenti avec des phrases en je, genre mais je me sens inconfortable quand. Et proposer une alternative qui est constructive. C'est un peu la base aussi de la communication non violente. Là. Puis si ça, c'est un petit peu trop déjà, vous êtes comme oh mon doux, je sais pas comment je pourrais faire ça. Mais on peut déjà commencer à transformer des dynamiques qui sont moins saines, OK, selon votre perception. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, en établissant des micro-frontières qui sont progressives. Genre, comme je vous disais tout à l'heure, changer une petite chose à la fois plutôt que de tout bouleverser la grande tradition des fêtes. Donc, de pratiquer notre non bienveillant. Mais surtout, et je pense que c'est là que c'est intéressant, puis c'est là qu'on connecte avec l'idée de la bougie qui peut en allumer là, des milliers d'autres, c'est est-ce qu'on peut introduire des nouvelles traditions positives plutôt que de seulement critiquer les anciennes? Donc, créer un nouveau précédent.
Par exemple, moi, je sais que ça me déclenche beaucoup de voir que la personne qui reçoit pour le temps des fêtes est genre en train de travailler depuis tellement de jours, passe une partie de la soirée en cuisine, puis finalement manque toutes les occasions de connexion avec les autres, se sacrifie, là, tu sais, pour, recevoir. Et puis aussi que tout le monde s'assoit autour de la table, puis que, beh, des fois, il y a pas de moment, de connexion ou de reconnaissance de la grande chance qu'on a. Puis là, de dire: «Ben, OK, plutôt que de critiquer tout ça, puis dire que c'est donc bien dommage, est-ce qu'à la place de tout virer ça dans mon histoire, là, je peux proposer un moment de gratitude avant le repas ou proposer un petit jeu si on veut être un petit peu plus dans le ludique de la chose, puis pas trop pas trop changer les habitudes. Une autre façon aussi d'être un peu plus dans notre authenticité, de façon plus sécuritaire et plus, facile pour commencer, c'est d'utiliser la méthode des îlots de sécurité. Donc identifier les membres de notre famille qui sont peut-être plus ouverts, plus ouvertes, puis créer des petits moments privilégiés avec ces personnes-là. Puis laisser ces relations-là authentiques, cette façon-là de connecter, inspirer les autres autour naturellement. C'est une forme d'opportunisme, là, de voir où est-ce qu'il y a de la possibilité de venir la créer là pour finalement que ça vienne changer l'énergie de la pièce, de l'événement, de la famille, les dynamiques. Puis moi, une des choses qui m'irrite parfois dans le temps des fêtes, c'est on ressasse les vieilles histoires, on rappelle les vieilles affaires. Tu sais, le passé, là, c'est correct, mais des fois, c'est comme ça nous empêche de connecter. C'est comme juste une espèce d'endroit sécurisant où on retourne parce qu'on ne sait pas comment se parler du maintenant puis de ce qu'on est en train de vivre. Donc, essayez de le ramener dans le moment présent, de ramener les conversations vers l'ici, vers le maintenant. C'est pas obligé de faire «Puis, comment ça va?» Mais tu sais, d'y aller avec quelque chose de concret, d'y aller sur le repas qu'on est en train de manger ou à propos de quelque chose qui est existant dans le présent. Donc ça aussi, ça peut vraiment venir nous donner un petit peu d'air quand on est retombé dans des vieilles histoires et surtout, surtout, à travers ça, pratiquer l'autocompassion dans le processus parce que ça se peut que là, on se dit tout ça, là, mais que garde, ça se passe pas comme on aurait pensé. Ça se passe pas comme on aurait espéré et de ressentir de l'autocompassion pour nous là-dedans, pour être en mesure de ressentir de la compassion envers les autres. Puis si je vous dis tout ça, c'est que j'ai la profonde conviction que tous les humains sont à la recherche de connexions plus sincères, plus authentiques. C'est juste que pour certaines personnes, c'est vraiment encore inconfortable. Puis il y a des obstacles qui sont dans le chemin, qui peuvent être des traumas transgénérationnels, qui peuvent être des attentes culturelles, qui peuvent être des constructions culturelles, qui peuvent être plein, plein d'affaires. Puis l'autre conviction profonde que j'ai, c'est que si vous êtes en train d'écouter ce podcast-ci, vous portez une grande magie en vous. Puis de vous cacher derrière le consensus, vous cacher derrière le people pleasing, éteindre votre lumière pour pas choquer, pour pas créer de conflit, pour pas créer d'inconfort, pour pas être rejeté, ben en faisant ça, vous rendez service à personne. Parce que le monde en ce moment a besoin de notre magie. C'est une magie qui est présente en tout le monde. C'est juste que là, vous, je pense, si vous êtes là, vous avez percé des petits trous, là. Vous le voyez que ça existe. Puis vous êtes capable, juste en étant qui vous êtes, d'avoir un effet autour de vous, d'avoir un impact autour de vous qui est positif. Même dans des contextes, des fois, où on fait «Pouf, impossible, ça sera pas possible». Il faut commencer par des petites choses. Il faut aller dans nos îlots de sécurité, voir où il y a de l'ouverture, proposer des nouvelles façons de faire, inspirer positivement. Puis des fois, on est surpris, on est surprise parce que juste de se présenter dans notre intégrité d'une autre façon, de poser des questions, d'être curieuse, d'être curieux, ben ça donne la permission aux autres de l'être aussi. Puis des fois, on se rend compte qu'on est tout en train de jouer une pièce de théâtre à laquelle on n'a pas vraiment le goût de participer. Puis ça prend une première personne pour faire «Hey, la gang, on lâche tout ça, OK?» Puis il y a une analogie qui me vient, une histoire, OK? Puis je sais pas pourquoi c'est cette histoire-là qui monte, là, mais vous allez comprendre peut-être le lien. Il y a quelques années, j'étais dans ma début vingtaine et là, j'étais partie avec des amis en camping, OK? Et là, on arrive sur le site de camping, c'est le soir, il fait noir et il pleut à si haut.
Ça se dit pas, mais regarde, c'était ce genre de pluie-là, OK? Donc pour monter la tente, il fallait déjà avoir, une bâche d'installer pour nous protéger de la pluie, sinon nos affaires auraient été toutes trempées. En tout cas, vous savez ce que c'est le camping, là, vous l'avez déjà fait. Donc là, on est dans le noir, OK? Et on est, chaque personne en train de tenir un coin de la bâche pour que, ben, on attache chacun notre petit coin, là, tu sais, puis qu'on se passe la corde pour, tranquillement faire le tour, que la bâche soit installée pour monter la tente. Puis là, ben, moi, je suis debout, OK, les bras dans les airs, dans le noir, en train de me faire mouiller, en tenant la bâche, en attendant mon tour pour avoir la petite corde pour être en mesure d'attacher la bâche, OK? Puis là, il y a de nombreuses minutes qui passent, là, puis là, je suis comme: «Coudon!» Puis là, à un moment donné, dans le noir, avec la pluie qui tombe, là, sur la bâche, sur ma tête, puis sur tout le monde, je fais juste dire: «Là, y a-tu quelqu'un qui fait autre chose que tenir la bâche?» Et là, il y a un silence, puis tout le monde se met à rire parce que là, on réalise que tout le monde, on est juste là dans le noir avec notre petit bras dans les airs à tenir un bout de la bâche en espérant que quelqu'un soit en train de l'attacher, mais il y a personne qui a fait le move, qui a initié d'attacher son bout de bâche. Fait que la corde était juste quelque part à terre, puis il y avait juste rien qui se passait. Fait que là, dans ce temps des fêtes-ci, là, mon invitation, c'est de vous dire: soyez la personne qui attache le premier coin de la bâche. Attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place. Faut faire des petits pas, faut qu'on commence, faut qu'on se mette en mouvement, puis il faut que ça commence dans nos familles parce que si on veut voir un changement collectif dans le monde, dans nos sociétés, faut que ça commence par nos familles aussi. Faut être capable de générer ça dans nos familles. Puis je sais que vous êtes capable de le faire dans l'amour, pas dans la confrontation, pas dans l'ego. D'être cette force de changement-là, positive, de permettre aux gens d'accéder à votre lumière, à votre flamme, puis d'aller vraiment en allumer d'autres qui sont probablement même déjà en train de briller. C'est juste ils ont pas osé encore se présenter de cette façon-là. Je pense qu'il faut garder notre amour puis notre confiance en l'humain et aussi être capable d'accueillir qu'il y a certaines personnes qui sont pas rendues là, puis que c'est correct. Puis aussi se laisser transformer par les autres, se laisser aussi allumer par d'autres bougies, par d'autres flammes qui sont peut-être dans votre famille, qui étaient peut-être insoupçonnées. Je vous donne un autre exemple. Il y a quelques semaines, je suis allée dans un souper de famille, pas de mon côté, du côté de mon chum, puis c'est des gens que je connais pas beaucoup. C'est une partie de sa famille avec laquelle on n'est pas souvent en contact. Puis j'avais un petit peu de résistance avant d'aller là, je les connais pas, puis là, je me dis: «Ça va être d'une telle manière», puis là, j'ai mon histoire mentale qui part, puis là, je rentre là, il y a de la grosse lumière, là, lumière du jour. Je sais pas comment les gens ils font pour vivre d'ailleurs avec, des lumières, le bleu dans leur maison. Vous savez ce que je parle? Pourquoi les lumières sont pas chaudes dans les maisons, puis pourquoi les dimmers, là, c'est important. Là, vous voyez, j'étais déjà de même, là, dans le jugement de mon set and settings, puis là, j'étais dans mes histoires mentales. Puis là, je me suis comme attrapée là-dedans. Puis à un moment donné, je me suis dit: «OK, be the light». Pas genre le meilleur que tout le monde, mais sois incarne le changement que tu as envie de voir. Ce que tu as envie de voir dans la pièce autour de toi, commence par l'incarner. Puis là, quelqu'un parlait en tout cas d'une des sœurs qui est morte, puis je sais pas, j'ai posé une question par rapport à la vision de la mort. Puis là, s'en est suivi une tellement belle et profonde conversation sur la mort. Puis là, je me suis dit: c'est ça les petits bouts de magie qui peuvent être créés, des opportunités de réelle connexion, de pas aller faire du small talk parce que c'est ça que tout le monde fait, puis c'est là-dedans qu'on est confortable, d'aller créer des nouvelles opportunités de connexion. Puis garde, cette année, si les gens ils ont encore envie de se donner des cadeaux parce que c'est ça la tradition, puis c'est important, ben so be it. Puis est-ce qu'on a de l'espace pour accueillir avec bienveillance tout ça? C'est vraiment l'image avec laquelle je veux finir ce c'est vraiment l'image avec laquelle j'ai envie qu'on reparte là, de ce podcast-là, OK? Vous êtes déjà allés à la messe de minuit peut-être? Ou peut-être vous avez jamais mis les pieds dans l'église, là, puis c'est bien correct. Mais moi, je me rappelle quand j'étais petite, on n'allait pas à la messe de minuit, mais en tout cas, on est déjà allés, là. Il y avait une chanson, puis tout, c'était festif. Et j'ai toujours beaucoup raisonné avec l'image des cierges, tu sais, d'aller s'allumer mutuellement, puis de juste voir ça, là. Reconnaissez la lumière qui est en vous. Déjà juste ça, là, de voir que vous avez de la lumière, vous en portez.
Puis là, on est une gang à écouter ce podcast-ci, à se connecter à cette image-là, là. Puis là, on repart, tous et toutes, chacun, chacune, dans nos familles respectives, et on s'en va allumer ça. Puis on s'en va se présenter avec cette lumière-là. Tu sais, le voyez-vous comment ça multiplie l'impact? Je trouve là, que ça, c'est un très, très beau cadeau à se faire, puis à faire aux gens qu'on aime. Donc voilà, c'est la fin de mon long message audio. Je veux vous dire merci d'avoir été avec moi cette année. Merci de m'avoir soutenue. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'École de la vie, de marcher ce chemin-là. Je me sens vraiment, vraiment dans ma mission d'âme, pour reprendre les mots de Philippe Brouillard. Et ça, c'est une co-création avec vous parce que vos commentaires, vos 5 étoiles, les contributions financières que vous faites, les messages que vous m'envoyez, l'énergie que vous m'envoyez en écoutant le podcast, pour vrai, ça me nourrit, puis ça me permet d'avoir l'énergie de créer ça, de chaque fois essayer de faire un petit peu mieux. Je me sens vraiment à la bonne place. Je me sens reconnaissante que vous écoutiez l'École de la vie. Je vous souhaite une belle fin d'année, un merveilleux temps des fêtes et on se revoit en 2025. Bye les beaux amours! Wow! Vous êtes encore là? Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolettre va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.